Périlos est en piémont des Pyrénées. On n'est pas très loin de Perpignan, on n'est pas très loin non plus de Narbonne et de tous les petits villages du bord méditerranéen. Alors, c'est un petit village qui est mort. On peut dire après la Première Guerre mondiale. Le village a été saigné à blanc. Plus aucun homme n'a pu revenir des champs de bataille. Et il y a quand même des femmes qui, malgré toute la volonté et la bonne volonté qu'elles avaient, ne peuvent plus assurer la survie du village. Et il va s'éteindre de sa belle mort. Donc le village est endormi, c'est le terme qui moi me convient très bien. Après la dernière guerre, c'est terminé. Donc on a encore des bergers, beaucoup de vignerons. D'ailleurs aujourd'hui, on fournit un très bon vin du côté d'Aupoul-Périlos. Le site est connu des chasseurs, des randonneurs, des vieux bergers, il y en a de moins en moins. Et aujourd'hui, Périlos a été rattaché à Aupoul. Donc l'intitulé administratif, c'est Aupoul-Périlos. Alors, le village était en ruine. On peut dire qu'il a commencé à s'effondrer sur lui-même parce que plus personne ne l'habitait. Il n'est pas habité, sauf l'été, par quelques personnes qui le remontent dans un décor paisible. On n'y rencontre pas une foule comme au bord de la mer ou comme à Rennes-le-Château. Il n'y a pas quelque chose qui permet de visiter Périlos. Donc, c'est un peu, comme on dit souvent, comme disait Coluche, circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est prenant, c'est un site qui impressionne le visiteur lorsqu'il y monte pour la première fois. Il y a des endroits où il y règne un silence, on n'entend même pas de grillons, de cigales ou d'animaux. Il n'y a rien. Et les gens parfois sont attirés par ce lieu. Alors, ils vont passer évidemment au pied du château d'Aupoul. On voit les ruines. Mais pour moi, c'est le château de Salveterre, avant tout. Salveterre, la terre du Sauveur. Oh, comme c'est intéressant. Et puis, le chemin continue. On va passer dans des endroits qui sont intéressants, avec des gouffres extraordinaires pour les spéléos. Donc, on a un endroit qui est d'une grande richesse dans son passé, dans son histoire. On va penser notamment au seigneur de Périlos. On va penser à cette extrême puissance quand on regarde ce pauvre donjon. C'est quelque chose de tout petit. Et pourtant, les seigneurs de Périlos ont eu une importance dans l'histoire qui défrise. Ils avaient une puissance qui était aussi grande qu'était faible leur donjon, et c'est pas peu dire. Alors au début de nos recherches, je dirais, il y a une quarantaine d'années, les années 80, oui, nous avions comme information Périlos, mais c'était une information vague. Le mot Périlos était arrivé plusieurs fois dans le viseur. Évidemment, sa superbe histoire, avec ses ancêtres qui auraient, paraît-il, habité et amené quelque chose. Il y aurait pratiquement 2000 ans sur ce territoire oublié. C'est tout. Mais nous n'avions pas réussi à obtenir quelque chose qui pouvait, je dirais, péjorativement tenir la route. Cependant, notre ancêtre, ayant plusieurs fois prononcé ce nom, et suggéré que c'était une piste qui était intéressante à creuser, mais sans avoir vraiment de piste historique ou de découverte archéologique. Mais on avait creusé Périlos. Et puis, un beau jour, nous sommes tombés sur ce moulage, sur cette maquette. Et cette maquette de la Bessonnière, évidemment, qui pense à Bessonnière, dit curé de Rennes-le-Château. Alors, Saunière a quand même eu des problèmes cardiaques. Évidemment, il mangeait bien et il buvait surtout beaucoup. Et sentant que les affaires allaient mal tourner, pour lui, pour sa vie, c'est-à-dire que son aspect cardiaque se compliquait, Béranger Saunière aurait pu faire une sorte de testament, un testament symbolique, un testament des découvertes et des recherches qu'il a pu conduire. Toujours est-il qu'étrangement, il lui prend la lubie de commander une maquette, un moulage géographique. Nous avons les courriers. Les courriers ne sont pas contestés parce que des petits malins ont fait faire des analyses graphologiques. C'est bien l'écriture de Béranger Saunière, c'est bien sa signature. Il commande un moulage, ensuite il va faire modifier certaines informations et ensuite plus rien. Et là on va s'apercevoir, lorsqu'on récupère l'intégralité des courriers, que la fabrique qui faisait les moulages et les objets religieux dans le secteur d'Aix-en-Provence, la fabrique semble écrire ou envoyer un technico-commercial, ce qu'on appellerait nous un représentant, en disant à Saunière, bon, alors, c'est prêt, vous nous donnez le bon à tirer, on coule ou on coule pas. Et le courrier revient
avec un coup de tampon, décédé. Donc Béranger Saunière commande sa maquette, il la paye d'avance, et c'est ce qui fait que la fonderie ne la détruira jamais parce qu'elle est payée, et on ne sait jamais. Un héritier peut venir en disant bah, « c'était à mon oncle, j'ai la preuve, je viens récupérer ce qu'il a commandé ». Donc la fonderie va garder, ensuite ça va passer au rebut, et c'est là que nous avons récupéré et le moulage et les courriers qui allaient avec. Et cette maquette de l'abbé Saunière, évidemment, s'il a fait une maquette, on a immédiatement pensé que ça avait attrait, tout simplement, au territoire de Rennes-le-Château. Mais rien ne correspondait vraiment. Alors Béranger Saunière a-t-il fait, au début, oui, on a pensé qu'il avait fait, comme ça, quelque chose de fantaisiste, mais on ne fait pas quelque chose de fantaisiste quand on est à 1 an ou 2 de la mort. Et puis un beau jour, on fait un moule, on fait un moulage de la maquette. Alors, si on fait un contre-moule, ce qui est en haut est comme en bas. Donc, ce qui était intitulé citerne et qui était en creux dans la maquette, dans la réalité du contre-moule, monte comme une sorte de petit champignon. C'est ce que nous appelons un amère, c'est-à-dire ce qui est à vue, un point de repère naturel. Donc, Périlos, nous avons le roudoun. Le roudoun est une excroissance rocheuse. C'est une sorte de champignon avec des marches qui montaient autrefois. Et sur la maquette, on les retrouve, ces marches. Si aujourd'hui, elles ont quasiment disparu, sur la maquette, elles y sont, en nombre et situation. Et donc, à partir de là, une fois qu'on s'est aperçu qu'en contre-moule, en empreinte, on a le paysage de Périlos, si on regarde bien, effectivement, nous avons des correspondances. Si c'est le hasard, merci monsieur Hasard. Saunière le savait. Saunière a mis dans cette maquette peut-être ses espoirs, sa nostalgie, et en tout cas, la volonté de laisser un message, de transmettre quelque chose à travers ce moulage. Après, il y a lieu de se poser la question, oui, mais alors, qu'allait-il chercher à Périlos? Nous allons nous contenter, dans un premier temps, du seul élément qui fait le lien, c'est la maquette. Alors, il faut en finir avec quelques petits détails sur ce moulage. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, contrairement à ce que certains avaient affirmé au tout début. Ensuite, l'arme ultime qui a été avancée contre la maquette, on a entendu dire, oui, c'est un outil pédagogique. Grâce à cette maquette, faite par les petits bollandistes à Jérusalem, chaque curé peut avoir une maquette et puis il va pouvoir, lors des cours de catéchisme, montrer cette maquette aux enfants. Il va leur expliquer la religion. Donc, on reprend la maquette, très brièvement. Jardin de Gethsémani, c'est l'endroit où Jésus est arrêté. Il est questionné, il est jugé, et ensuite, on va l'emmener pour être condamné à mort par crucifixion. La maquette nous montre le Golgotha. C'est donc l'endroit où Jésus a été crucifié. Jusque-là, il n'y a rien à redire. On est dans la norme des choses, mais c'est là que ça part en dérapade. Voilà, nous sommes au mont Golgotha. Jésus vient de mourir, nous dit-on. Mais est-il vraiment mort? Quoi qu'il en soit, on va faire en sorte que ça ait toutes les apparences de la mort. On est le vendredi de Pâques. Évidemment, les choses ont été faites extrêmement vite et nous avons effectivement un nom sur cette maquette, tombeau de Joseph d'Arimathie. Jusque-là, c'est encore conforme. On décloue Jésus et on l'emmène tout de suite au tombeau. Mais où ça coince un tout petit peu, c'est que à côté de l'indication tombeau de Joseph d'Arimathie, il y aurait un second tombeau, et là c'est la consternation. Béranger Saunière, sur sa maquette, fait bel et bien mention d'un emplacement qu'il nous nomme tombeau du Christ. Alors, si on reprend les écrits traditionnels, non, Jésus est enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Donc, tombeau de Jésus, c'est une hérésie. Alors, il y aurait deux tombeaux. Il y aura un tombeau pour Jésus et un autre pour Joseph d'Arimathie. L'auteur, le commanditaire de cette maquette, quelle bourde monumentale, hein. Les petits bollandistes n'auraient jamais pu commettre une bourde pareille, sauf s'ils n'y sont pour rien et que la maquette est commandée par un certain père curé Béranger Saunière, prêtre de Rennes-le-Château. Béranger Saunière n'avait pas forcé sur la blanquette de Limoux, à mon avis. Tout simplement, il avait des informations. Il les a transposées. Donc, allons un peu à Périlos et regardons ce que nous pouvons y trouver. Alors, on a effectivement l'emplacement de ces deux tombeaux qui sont désignés près du Roudoun, mais ce n'est pas une indication suffisante pour qu'on puisse avoir une certitude absolue. Donc,
Lorsque nous avions commencé nos recherches sur Durban et sur Périlos, bien entendu, il fallait trouver les archives pour voir ce qu'il y avait qui pouvait nous conforter dans notre hypothèse. Et par exemple, si on regarde les travaux de Cassini, qui va dresser les premières cartes d'état-major de la France, on est au XVIIe siècle. Le roi de France va lui demander de dresser ce châssis d'une multitude de cartes d'état-major de tout le pays de France à la même échelle. Bien entendu, ce n'est pas un travail solitaire, mais de Cassini va expliquer qu'il veut s'occuper personnellement de ce secteur de Périlos. Alors, ça n'étonne personne, peut-être un caprice de patron, peut-être un caprice de géomètre, quoi qu'il en soit, c'est lui qui va s'en charger. Et lorsqu'on regarde, encore aujourd'hui, les cartes de Cassini sur ce secteur, il y a un endroit que de Cassini va appeler Terra Incognita, terre inconnue, sans avoir à se justifier du fait qu'il décide de ne pas faire un relevé précis de cet endroit sur les cartes qui vont devenir par la suite les arrière-grand-mères de nos cartes d'état-major et de nos cartes IGN modernes. Ensuite, on va s'apercevoir, toujours à cette époque, que la couronne de France va négocier avec la couronne de Catalogne un territoire qui appartenait aux Catalans, puisque les Périlos sont catalans au départ. Donc au traité de Corbeil, il y a un accord entre les deux couronnes, et toute cette partie des Pyrénées jusqu'à légèrement, on va dire d'Urban, des Pyrénées jusqu'à Durban, étant catalan, va passer à la couronne de France. Et le roi de France va demander à ce que des notaires royaux dressent la liste de ce qui va rentrer dans les caisses du Trésor de France et dans les propriétés devenues maintenant françaises. Et celui qui va s'occuper notamment du secteur d'Oppoul-Périlos est un certain Bernard Courtade, notaire royal. Donc il note, il va répertorier. Visiblement, il n'a pas une fascination pour ce secteur plus que le soin qu'il va apporter à ce travail, qui est quand même commandé par la couronne de France. Mais lorsqu'il fait l'inventaire des propriétés des Périlos, il va tout noter, et puis arrive un moment, à la fin, sur une dizaine, une quinzaine de lignes, il dit et il reste un lopin, et ce lopin n'appartient pas aux Périlos, il est enclavé, comme une île dans un océan. On sait qu'il n'appartient pas aux Périlos, puisqu'il ne fait pas partie de l'héritage, c'est signalé. Et il dit, sur cette parcelle, il est bien spécifié qu'on ne s'y bat pas, on ne chasse pas, on ne ramasse pas des cailloux, on ne coupe pas du bois, parce que, et là, c'est là que la phrase est extraordinaire, Bernard Courtade nous dit, parce que sur ce lopin, il y a un tombeau royal et sacré. Sans en dire plus. Visiblement, Bernard Courtade n'en sait pas plus. Et il a puisé ça dans les archives des propriétés des seigneurs de Périlos. Et visiblement, dans cette part d'archives, on sait qu'il y a cette parcelle, mais rien ne dit quel est ce personnage. Donc, en résumé, si on superpose la carte d'état IGN moderne, le cadastre d'Oppoul, le châssis de Cassini et l'indication du notaire Courtade, on tombe 4 fois sur le même secteur où aujourd'hui se situe, comme sur la maquette, si on finit en mettant la maquette inversée sur ces 4 cartes, eh bien nous tombons toujours sur le même endroit où la maquette nous donne l'emplacement des 2 tombeaux. Alors bien entendu, jusque-là, nous sommes dans une partie glacée, froide. Ce sont des événements qui sont administratifs, il n'y a pas à discuter, c'est froid, c'est raide. Mais après, il y a quand même, lorsque un beau matin, il y a eu une émission sur je ne sais quelle chaîne à la télévision où nous avons parlé de la maquette et du tombeau de Jésus et qui a fait rire aux éclats la présentatrice. Bon, elle a bien ri, mais ça fait que des gens ont entendu cet élément et puis ça a été très vite. Une personne a téléphoné en disant « Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone ou l'adresse du personnage qui parle d'un tombeau ?» Et puis une dame nous a dit « Ben voilà, j'habite cette commune et j'ai compris, je sais de quoi vous faites mention. Mon grand-père avait des vignes dans ce secteur et lorsque j'étais enfant, et que je partais avec mon grand-père m'amuser autour de la vigne ou comme on dit en catalan, il espoudassait, il taillait la vigne, et pendant qu'il espoudassait, je courais avec des copains autour de cette vigne, on jouait, et il nous disait « Non, n'allez pas jouer dans ce secteur, parce qu'il y a le diable.
et il n'aime pas qu'on le dérange, vous n'irez pas crier et jouer sur cet endroit. C'est un endroit où il y a le diable. Alors, évidemment, elle me disait que quand on était enfant, le diable et les vignerons n'allaient pas trop dans cet endroit. Alors, cette personne qui nous avait renseigné au téléphone nous avait donné rendez-vous, un rendez-vous bien entendu que nous avions accepté avec grand plaisir. Et puis, il y a eu un empêchement grave, cette personne est décédée dans des conditions sur lesquelles nous n'avons pas à revenir ici, parce que ce serait personnel, ce serait quelque chose d'intime. Quoi qu'il en soit, quelques mois après, nous avions pris contact avec son époux, qui nous avait dit « bah oui, je vais vous raconter ce que dans notre famille on nous avait dit ». Donc on voit bien que ce sont des personnes qui sont de ce même milieu. Ce monsieur est décédé également très rapidement. Impossible d'avoir pu avoir les informations. Et on va ainsi à l'avenant et on va s'apercevoir que les gens, à certains moments, disent « non, non, les histoires du diable, on n'y croit pas, mais c'est pas la peine, on ne va pas chercher plus loin ». C'est comme ça, ce sont des lieux où on ne va pas. Ensuite, évidemment, quand on regarde plus attentivement le cadastre, on va s'apercevoir qu'il y est question de la Mourtre. Oui, la Mourtre, c'est la mort, en patois, qu'on va retrouver sur les vieux cadastres. Oui, il y a un endroit qui s'appelle le Val de la Mourtre, la vallée de la mort. Et puis, l'escloupier, c'est l'estropié, c'est celui qui boite. Ah, celui qui boite, le diable, en fin de compte, qui boite, le diable boiteux. On en a un autre qu'on commence à connaître maintenant. C'est Asmodée, le diable qui porte péniblement l'écrasant bénitier à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. C'est Asmodée, le diable boiteux, l'escloupier. Sur le cadastre, depuis la Révolution, l'endroit s'appelle de l'escloupier, de l'estropié, de celui qui boite. L'autre, que c'est le siège de la Mourtre, le siège de la mort. Tous ces lieux-dits vont rejoindre sur la maquette l'emplacement des deux tombeaux. Alors, j'ajouterais, effectivement, on est dans les Pyrénées-Orientales, et le code postal, c'est 66. Oui, et alors? Et alors, après, pour Hautpoul-Périlos, puisque Périlos dépend du code postal d'Hautpoul, 600. Et si on colle ces deux nombres l'un derrière l'autre, ça fait quand même 66 600 ou 666 00. Donc, nous pourrions dire que dans cette histoire, tout commence par le chiffre de la bête et finit par 2 fois rien. Alors, on peut se demander, mais où est le rapport entre... Enfin, il y a quelque chose, c'est une incongruité, un rapport entre le diable et le Christ. Oui, à première vue, oui. Mais rappelons-nous que Asmodée, accroupi dans son aile, porte à la place des griffes des lettres d'un très vieil alphabet hébraïque et qui nous dit « Jésus ». Ce qui pourrait revenir à dire en termes populaires, ben, je prends Jésus, Jésus, sous mon aile. Donc ça peut revenir à dire que vers les endroits où on voit vallée de la mort, les lieux dits l'escloupier, eh bien, ça peut revenir à une explication qui serait celle qui va se rattacher à la maquette. C'est-à-dire qu'on aurait deux indications identiques de deux sources différentes. Donc tout va se rejoindre et tout va correspondre. Ensuite, il nous a fallu pratiquement 17 ans pour retrouver les emplacements précis. Et plusieurs fois on m'a dit « Ah, vous avez trouvé le tombeau de Jésus ». Non. En réalité, j'ai trouvé deux lieux qui sur la maquette nous disent le tombeau de Joseph d'Arimathie d'un côté et le tombeau de Jésus de l'autre. Donc en fin de compte, je me cantonne à dire « Je ne sais pas qui est dans ce tombeau », mais j'ai bel et bien trouvé un emplacement funéraire d'un personnage qu'un certain abbé Béranger Saunière, sur sa maquette, nomme Jésus. Et à partir de là, ce n'est plus ma responsabilité. Chacun pense ce qu'il veut de cette découverte et de la relation entre ce qu'on peut penser, la réalité sur le terrain, et les 4 ou 5 archives dont nous avons parlé précédemment. Alors, dans les personnages qui, bien entendu, avant nous, ont eu accès à cette forme de connaissance, les seigneurs du secteur, les seigneurs de Périlos, savaient bien qu'il y avait une parcelle sur leur terre qu'ils ne pouvaient pas liéner à leur héritage. Ils se sont forcément renseignés de savoir ce que c'était. Et puis on a quand même un certain Ramon de Périlos qui aura la même puissance que tous les autres, c'est-à-dire cette puissance extraordinaire
que vont se partager les papes, les rois, qui vont tous vouloir un de Périlos comme conseiller auprès d'eux. Que ce soit le roi de France ou celui de la couronne de Catalogne, ils ont tous un conseiller Périlos. Je le répète, quand on voit ce petit donjon, on se dit quelle puissance pouvait avoir un seigneur aussi insignifiant. Et alors ce seigneur, un beau jour, on est du côté de la couronne de Catalogne et il est conseiller. Évidemment, un conseiller auprès d'un roi, surtout les Catalans, qui ont un immense sens de l'honneur, qu'ils ne bafouent jamais, sont jaloux de l'importance qu'accorde le roi de Catalogne à son conseiller, vont finir par empoisonner le roi et dire « Oh, c'est le seigneur de Périlos qui l'a empoisonné ». Donc Ramon de Périlos dit « Bon ben voilà, mon honneur m'oblige à essayer de trouver la preuve, effectivement, que ce n'est pas moi, une preuve indiscutable. » Et il sait, parce qu'au Moyen-Âge ça se savait, qu'en Irlande il y a le puits Saint-Patrick. Encore aujourd'hui, si on fait une petite recherche, on va s'apercevoir que c'est une petite île. Et le puits Saint-Patrick aurait cette particularité, c'est qu'on y descendrait pour une nuit et on y rencontrerait des esprits. Et si on y descend en n'ayant pas la conscience aussi blanche que la neige, aussi pure que l'eau, eh bien ça finit mal, on ne remonte pas. On remonte, mais on se fait bouffer par les démons là-bas au fond. Et Périlos dit, ben voilà, je suis prêt au jugement du puits Saint-Patrick. Et les autres, quand même un peu perplexes, disent, bon d'accord, et on le suit jusqu'au puits Saint-Patrick, se disant, il ne va jamais oser descendre. Eh bien oui, mais c'est mal connaître Périlos. Périlos est un Catalan. Le sens de l'honneur prime surtout. Alors il paraît que c'était une sorte de bac, de benne en bois avec des chaînes et on s'asseyait dedans et ça vous descendait jusqu'au fond du puits. Et on entendait des hurlements au fond qu'on disait ceux du démon. Il dit ben voilà, après avoir passé une nuit et une journée en jeûnant et en priant, il dit maintenant je vais descendre. Au fait, ceux qui m'ont accusé descendent aussi, forcément. Et oui, seulement l'ennui, c'est qu'il faut descendre en ayant l'esprit pur, sinon on ne remonte pas. Alors les autres disent non, non, ça suffit pour nous. S'il descend et qu'il remonte, on acceptera de reconnaître. Eh oui, ils n'étaient pas fous. Ils allaient se faire bouffer par les démons là-bas au fond. Et ils se sont dit, vu qu'ils avaient menti, ils savaient très bien où était la vérité. Ils avaient dit, c'est bon, il descend, ça suffira comme ça. Donc Ramon de Périlos va descendre. Et évidemment, on n'entendra pas de hurlements cette nuit-là. Et il va remonter, complètement indemne et lavé de tout soupçon. Et il va rentrer. Il revient en disant, et maintenant, je sais que sur mes terres, il y a l'accès vers l'autre monde. Alors, ce n'est pas un autre monde. Un autre monde aurait été quelque chose de beaucoup plus flou. Oh, c'est un autre monde, mais lequel, on ne sait pas trop. Non, Périlos dit bien, ou du moins, il fait bien retranscrire l'autre monde. De quel autre monde peut-il s'agir en nous parlant que le territoire de Périlos est un passage, est une porte qui ouvre sur l'autre monde? Si ce n'est peut-être sur ce petit territoire où se situe une tombe royale et sacrée. Ce n'est qu'une question, mais elle vaut le coup d'être réfléchie et d'y apporter la réponse qu'on estime selon sa conscience. Alors on va un tout petit peu plus loin. Il y avait une personne irlandaise, il y a une trentaine d'années, qui s'était occupée de faire un peu le guide sur l'île Saint-Patrick. Et nous avions sympathisé avec elle, elle nous avait contactés en disant « J'ai vu que vous vous intéressiez au Périlos, à la chapelle, au territoire de Périlos. » Et cette dame d'ailleurs avait fait apposer, je pense qu'elle y est encore, près de la porte de l'entrée de l'église Saint-Michel de Périlos, une plaque nous rappelant la mémoire d'un centenaire du pèlerinage au puits Saint-Patrick de Ramon de Périlos. Et cette dame, nous avons correspondu pendant 3, 4, 5 ans, elle nous avait envoyé des documents très intéressants. Et puis, un été, elle nous a écrit et elle nous a dit « C'est très curieux, c'est très insolite, mais d'après ce que j'ai pu trouver dans les archives, à propos de cette île de Saint-Patrick, eh bien, il semblerait, au conditionnel, hein, attention, je dis bien au conditionnel, il semblerait qu'on se soit trompé, pour ne pas dire qu'on nous ait trompé. Ce ne serait pas celle-ci, l'île Saint-Patrick, une autre. Pas très loin, mais une autre. Et donc, la descente sera ailleurs, vers un autre véritable puits Saint-Patrick, celui sans doute qui a vu descendre Ramon de Périlos. Et elle m'avait dit, pour Noël, je viendrai
Elle avait un appartement à Sète et elle m'avait dit « Je viendrai passer les fêtes de fin d'année et de Noël et on se verra à cette occasion et je te montrerai les documents que j'ai trouvés. » Mais le temps a passé, plus de nouvelles de cette personne. Je dis « Elle a changé d'avis. » Et puis un beau jour, un de ses familiers nous a contactés et nous avons appris que cette personne était morte. Ça n'en fait quand même que 7, hein, à propos de l'affaire de Périlos, mais c'est quand même bien 7, pour une aussi petite histoire insignifiante. Alors, cette personne, on nous dit, oh, elle s'est noyée en promenant ses chiens sur la plage. L'autopsie a bel et bien eu lieu. Oui, elle s'est noyée, mais elle n'avait pas d'eau dans les poumons. Et puis, oui, elle avait des plaies sur le cœur. Ah oui, elle avait des plaies. Eh bien oui, c'est sur les rochers, disent les responsables irlandais et anglais. Elle a été traînée par le ressac. Les vagues l'ont traînée sur les rochers. Mais les habits qu'elle porte n'ont pas de déchirure. On va conclure que les rochers sont coupants à travers les habits qu'ils laissent tranquilles parce que les habits n'ont rien fait aux rochers, mais en entaillant profondément les chairs de cette pauvre personne qui semblait avoir été rouée de coups pour quelques raisons qu'on peut ignorer, puis jetée à la mer, mais morte. Donc ce qui fait qu'on n'a pas trouvé d'eau de mer dans ses poumons. Alors, arrivé à ce stade, on va essayer d'avancer un peu, mais quand même, ce passage vers Périlos semble, que ce soit au Puy-Saint-Patrick ou ailleurs, un passage périlleux. Est-ce que ce serait ce passage vers Périlos qui nous conduise, selon Ramon de Périlos, dans cette fameuse contrée, l'autre monde, qu'il désigne à partir du Puy-Saint-Patrick, un royaume de la mort, par exemple, mais d'une mort un petit peu comme dans les romans de la Table Ronde, la belle mort, la douce mort. S'agit-il, en passant, de ce monde souterrain, de ce monde merveilleux, comme par exemple Bugarach, un notable de haut rang suisse, avait fait des recherches et avait trouvé lui aussi une entrée vers un autre monde. Alors on va dire, oui, bon, ben d'accord, mais quel est le rapport? Oh, le rapport, je ne sais pas, mais par exemple, les sources qui alimentent pas loin de Sals, donc pas loin de Périlos, les sources qui alimentent cet endroit avec un débit incroyable, arrive de Bugarach. Et donc, pour nous, il y a un lien, parce que le personnage, ce haut fonctionnaire suisse, avait à peu près les mêmes propos que ceux de Ramon de Périlos, à propos du passage vers un monde extraordinaire qui nous dépasse, mais qui est souterrain. Alors, toujours à propos de Périlos et de ce secteur, revenons un tout petit peu sur le château de Sals. C'est une pièce d'architecture extraordinaire qui se visite. Et nous avons eu à une époque un ministre de la Culture qui était extrêmement curieux de tout ça, un certain monsieur André Malraux. Alors nous n'avons pas à épiloguer sur le personnage politique. Chacun aura sa propre opinion. Toujours est-il que lorsqu'il est ministre, il va s'intéresser au château de Sals. Il a à sa disposition les plans qu'on a récupérés au moment où le château est passé d'abord à la couronne de France. Alors Malraux dit oui, c'est très bien. Mais j'aurais tellement aimé avoir les premiers plans de cette forteresse qui a appartenu à la Catalogne, et il va prendre sa plus belle plume et il va écrire à son confrère espagnol en lui disant « Mon cher confrère, auriez-vous l'amabilité de me passer la copie des plans du château de Sals, qui est maintenant français ?» Donc ça nous serait bien utile parce que nous n'avons pas les premiers plans d'édification de la forteresse de Sals. La réponse est glacée. Son homologue lui répond « Mon cher confrère, eh bien non, nous ne vous donnerons pas connaissance de ces plans parce que tout simplement, ils sont considérés confidentiels défense. » C'est ahurissant parce qu'à l'époque où Malraux écrit à son homologue espagnol, il y a longtemps qu'on a enterré la hache de guerre entre l'Espagne et la France. Le château n'est plus un château de ligne comme il l'était à l'époque de Ramirez, l'architecte catalan. Donc quelle peut être l'importance guerrière, militaire, d'un château qui n'appartient plus à l'Espagne, à la Catalogne, et qui pourtant est considéré comme confidentiel défense. On sait que depuis le château de Sals et le château primitif de Sals, il y avait toute une flopée de petites galeries et sous-galeries qui se promenaient un peu partout jusqu'à des endroits, nous dit-on, qui étaient approvisionnés par l'eau chaude qui arrivait directement des sources naturelles qui se trouvent dans le secteur d'Oppoul-Périlos. Donc là, on a un lien direct entre Bugarach, Rennes-les-Bains, quelques kilomètres, Bugarach-Rennes-le-Château, quelques kilomètres aussi, mais ça nous fait secteur de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarach, Sals, Oppoul-Périlos, hop, en une seule fournée. Et là vont se réunir intimement mélangés
les personnes qui ont travaillé dans une certaine galerie sous le virage, un certain abbé Béranger Saunière, un autre certain Ramon Périllos, plus tous ceux qui ont dû approcher de plus près que nous l'histoire de la maquette et surtout des découvertes, des tombeaux et de tout ce qui pouvait concerner certains aspects sur ce secteur. Alors Malraux, pour en finir avec notre ancien ministre de la Culture, c'est quand même M. Malraux qui va également s'intéresser à Gisors. Là, on dit, tiens, ça commence à sentir le Templier et le Roussy. Et puis, de Gisors, il va descendre et il va finir en s'occupant précisément du château de Sals. Mais le château de Sals va nous renvoyer directement peut-être à Collioure. Et peut-être de Collioure, allons-nous voir commencer à surgir dans l'ombre l'ordre du Temple. Les Périllos et certains personnages qu'on appellera les messieurs du Temple avaient des accointances, puisqu'ils vont gérer ensemble tout ce qui est secteur administratif et de la capitainerie du port de Collioure à la bonne époque des Templiers. Ensuite, rappelons, comme nous en avons parlé dans notre documentaire sur Avignon, que c'est effectivement un autre Ramon de Périllos qui va engager son honneur et ses mercenaires auprès du pape d'Avignon, Pedro de Luna, et il va promettre à Pedro de Luna de lui permettre de rejoindre Peñíscola en bon état, et il va l'escorter Malus Militari pour l'emmener en bon état jusque là-bas. C'est encore un Ramon de Périllos. On va trouver les Ramon de Périllos toujours dans des endroits où on va demander l'honneur et on va demander une forme de sacrifice. On va d'ailleurs rencontrer les qualités des Périllos, notamment chez les hospitaliers, où un autre certain Ramon de Périllos sera grand maître de l'ordre de Malte sur l'île de Malte. Alors, c'est quand même quelqu'un d'immensément riche, parce que sur ses deniers, il va déjà offrir à l'église de Saint-Jean de Malte. Il va offrir des tapisseries, notamment la Seine, et il demande dans la tapisserie qu'ils soient représentés en pied à côté des tapisseries dont il fait don. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une représentation de la Seine, et les cartons qui vont permettre de dresser la tapisserie ont été commandés à un certain Nicolas Poussin, celui qui va nous parler du tombeau des bergers d'Arcadie, si cher à l'affaire de Rennes-le-Château. Donc Ramon de Périllos est sans doute un des plus intéressants grands maîtres de l'ordre de Malte. Alors, l'église de Malte est ornée au sol de toutes les tombes de ses grands maîtres. C'est de toute beauté, mais pas de pierre tombale de Ramon de Périllos dans l'église à Malte. Tous les autres y sont. Alors on nous dit, non, la tombe n'y est pas, mais nous avons autre chose sur Ramon de Périllos. Et on nous montre effectivement une chapelle latérale, où là, il y a, oui, cette chapelle est dédiée à Ramon de Périllos. On le voit en buste, mais de Périllos, dans cette tombe là-dessous, point. Alors, si on se met à étudier le folklore, les traditions et les rumeurs concernant les familles de Périllos, on sait que les hommes seraient ensevelis dans une sorte de caveau sous leur terre. Et quand nous avons fait nos études, lorsqu'on a bien voulu, avec l'autorisation de la mairie de Périllos, je le précise, eh bien nous en avons profité pour faire quelques clichés infrarouges. Bien, effectivement, on trouve le caveau là-bas dessous, on sait exactement où il est situé. Nous n'y sommes pas allés, mais on sait qu'il est là-dessous. Donc, il est possible, et peut-être pour certains chercheurs, avoir la certitude que Ramon de Périllos, grand maître de l'ordre de Malte, est bel et bien enseveli avec tout son bazar, tous ses ornements de grand maître, sous l'église de Périllos. Alors, on est absolument abasourdi quand on voit ce petit donjon perdu sur des tas de cailloux, paumé au fond d'un pays où il n'y a pas grand-chose aujourd'hui malheureusement. D'où les Périllos pouvaient-ils tirer une puissance comme celle-ci? D'où pouvaient-ils se permettre de faire tout ce qu'ils ont fait? D'où Ramon de Périllos, grand maître de l'ordre de Malte, tirait ses richesses qui lui ont permis de faire des réparations sur les remparts, dans l'église. Et d'une générosité extraordinaire, c'est lui qui va quand même payer une partie de la flotte de guerre des Maltais, de ses deniers, et de commander quand même à M. Nicolas Poussin des cartons pour ses tapisseries. Ça représente des fortunes à la sortie. D'où sort cette fortune? Donc le mordant des seigneurs de Périllos pouvait provenir peut-être d'un autre pouvoir
ou d'une autre possibilité de richesse. D'ailleurs, au demeurant, ne dit-on pas que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et si les Périlos pouvaient tirer quelques subsides de la parole, peut-être pouvaient-ils en tirer encore plus de leur silence. Ce ne sont que des hypothèses. Mais toujours est-il que ce sont des hypothèses qui sont acceptables. Ensuite, on peut également citer la quête du Graal. Alors, qu'est-ce que le Graal? Eh bien, ma foi, nous n'allons pas épiloguer aujourd'hui sur ce vaste domaine. Mais il y a des personnages qui vont écrire sur les romans de la Table Ronde, sur les romans du Graal, et ils vont nous dire on va ramener d'Orient un élément. Alors, on va vite comprendre qu'on va nous parler d'un Graal, ce qui fait qu'on ne peut pas m'accuser d'avoir parlé du Graal, mais d'un Graal. Hein. Alors, on est au IIe siècle de notre ère, et on va rapatrier d'Orient une relique majeure. Et on va comprendre, si on pousse un peu loin le bouchon, si on étudie cet écrit, qu'il s'agit d'un contenant, d'une sorte de calice, de coupe. Et on va choisir un chevalier, un seigneur, on va choisir le plus pur, le plus noble, le plus juste, celui qui ne trahira pas. Il préférera se faire saigner aux 80, se faire étriper, plutôt que de trahir son serment. Et ce seigneur a pour nom Pérel. Et ce Pérel va emmener cette relique de l'autre côté des Pyrénées. Et on nous dit que c'est là que cette relique va être déposée. N'oublions pas qu'à partir du traité de Corbeil, ce côté des Pyrénées, eh bien, c'est le côté français, que le territoire de Périlos est du côté français, et que de Pérel à Périlos, il n'y a qu'un pas, et que ce seigneur va être choisi parmi les plus purs, et que c'est sans doute à partir de lui qu'une relique majeure va être rapatriée du côté français des Pyrénées, ce qui va permettre à certains pénitents, parfois de rouge, parfois de noir vêtus, de dire que leur but, la fonction qu'ils ont, est de rechercher la grande relique. Donc il est possible que l'importance de ce site vienne de cette histoire qui remonte maintenant pratiquement bientôt à 2000 ans, comme une autre histoire qui va se superposer et qui va finir dans un tombeau peut-être royal et sacré sur les terres des seigneurs de Périlos. En conclusion de toute cette histoire, les seigneurs de Périlos n'auront pratiquement plus de descendance à partir du XVIIe, et en tout cas avec certitude à partir du XVIIIe siècle. Ce sera terminé, tout va s'éteindre. Béranger Saunière, prêtre de Rennes-le-Château, va s'éteindre lui aussi. L'affaire aurait pu être enterrée, morte, si la maquette n'était pas ressortie. Et on pourrait dire que sur cette histoire, une sorte de manteau couleur de poussière va s'abattre. Alors, que nous resterait-il aujourd'hui? Eh bien, il reste quand même un ou deux personnages qui vont s'approcher au plus près de Périlos, voire y aller carrément. Je pense notamment à Dali, ce peintre qui a amusé la chronique à son époque. Pour moi, c'est tout, sauf un charlot ou quelqu'un qui va briller par ses exubérances. Non, non. Mon œuvre picturale est une grande catastrophe, parce que je considère que tous les peintres modernes nous sommes englobés dans cette grande décadence qui caractérise nos jours. Je crois que ce désastre est la condition précisément d'une nouvelle renaissance spirituelle. J'ai les structures de mon esprit est paranoïaque, mais je suis, comme je dis très souvent, la différence entre un fou et Dali, c'est que Dali n'est pas fou. Alors bien entendu, on peut dire oui, Dali, mais le nombril du monde au milieu de la gare de Perpignan, l'appelant le nombril du monde. Bien, alors ça peut faire sourire. Allez, on peut en sourire, c'est une chose. Il n'empêche que Dali, à travers certaines toiles et à travers, par exemple, l'achat d'un château du côté de la Catalogne, Dali va monter quelquefois jusqu'à Opouls-Périlos, on le sait, parce qu'il y a des archives. À cette époque, Dali monte incognito et dans une voiture, je dirais banalisée, à Opouls. À Opouls, il laisse son chauffeur au restaurant et il lui paye un copieux repas. Et pendant ce temps-là, il va passer 2 ou 3 heures en conduisant lui-même sa voiture et en montant jusqu'à Périlos. Que fait-il à Périlos? On ne sait pas, il n'en parlera pratiquement jamais. Donc Dali est sans doute un des derniers qui ait lancé une dernière bouteille à la mer. Et un de ses derniers tableaux, qui est la victoire d'Europe,
Ce n'est qu'un trait, un vague trait qui est sombre sur un fond blanc. Alors on dit, bah oui, à la fin de sa vie, Dali était très fatigué, un peu perturbé, bon, mais c'est quand même un des derniers tableaux, une des dernières œuvres de Dali. Et puis, lorsque on va s'approcher de plus près de ce tableau, qu'on va faire un calque, et qu'on va essayer de comparer avec une certaine échelle sur des cartes routières, on va s'apercevoir que c'est le tracé du dernière autoroute qui descend sur la Catalogne, sur l'Espagne, qui peut pratiquement se superposer à ce trait, et puis tout à coup, de ce trait par un autre petit trait, et si on continue à superposer notre carte, eh bien on va s'apercevoir que ce petit trait, ce serait une sortie d'autoroute qui irait jusqu'à Périlos, quand, je le précise avec un petit peu de bonne volonté, on va transposer ce tracé du tableau de la victoire d'Europe de Dali à la carte et au tracé de l'autoroute qui descend sur l'Espagne. Dali a-t-il voulu nous transmettre un dernier message, l'Europe? N'oublions pas qu'à une époque, quelqu'un a écrit que l'Europe était la vengeance des Templiers. C'est peut-être, je ne dirais pas une autre histoire, mais la même histoire, mais qui va transparaître sous un autre éclairage. Donc, en résumé, Rennes-le-Château, aujourd'hui, on a à peu près 500 ou 600 ouvrages qui nous expliquent que le dépôt, le trésor, la connaissance ont été mis à jour, trouvés. Et lorsqu'on demande poliment, peut-on voir une partie de cette découverte fabuleuse, ne serait-ce qu'en photographie ou en film, il n'y a rien. Objectivement, on ne peut rien montrer de découvert à Rennes-le-Château. Oui, quelques petites découvertes archéologiques, comme on en fait de partout sur des sites comme ceci. Quant à Périlos, c'est une autre histoire. N'oublions pas que phonétiquement, Rennes-le-Château, les seigneurs d'Opoules, Périlos, Opoules. Et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on va évoluer que bien des personnages politiques, discretos, le plus discrètement possible, vont aller jeter un coup d'œil vraiment d'un air de ne pas y toucher, mais quand même d'aller voir. On a vu André Malraux, on en a vu d'autres, on a vu des écrivains qui vont essayer de s'en approcher. Donc Périlos, si le corps est épuisé, nous allons dire que l'âme, ce que pouvait représenter ce village, il faudra autre chose que gratter les graffitis, les sculptures, il faudra autre chose que combler le puits soufflant et combler les drains qui entouraient l'église pour le tuer. L'esprit de Périlos reste, et encore aujourd'hui, évidemment, nous avons une pensée très chaleureuse pour Béranger Saunière, qui montait, lui, en sachant exactement où il allait. Saunière nous a laissé une jolie mémoire. Et à partir de là, on va s'apercevoir qu'autour, il y a énormément de sépultures, de nécropoles, et puis des découvertes fortuites que les randonneurs, les promeneurs, les chasseurs ou les vignerons vont faire et nous ont montré ou rapporté, et que nous avons démontré que nous avions fait des découvertes, ou peut-être simplement nous avons pu récupérer une partie de ce que d'autres avaient trouvé sur le terrain, et évidemment sous le terrain. Donc, de toute cette histoire, est-ce qu'on peut supposer qu'une autorité quelconque, qu'elle soit civile ou religieuse, sache, et si elle sait, qu'ont-elles l'intention d'en faire, d'en informer les populations? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est fort probable que ce soit un des derniers savoirs discrets, pour ne pas dire secrets, qu'on puisse encore espérer remonter. Cette vision des choses n'engage que moi, évidemment, mais quoi qu'il en soit, nous avons vu qu'il y a quand même une foultitude d'éléments qui ne sont pas discutables et qu'on peut encore aujourd'hui vérifier, si tant est qu'un jour ou l'autre, les autorités décident soit d'entamer une recherche et une mise à jour de certains de ces éléments sur le terrain. Qu'est-ce que ça coûte d'envoyer 2 archéologues vérifier ce que nous avons dit? Ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, si c'est vrai, ça pourrait valoir le coup. Donc il est possible qu'un jour prochain, certaines vérités, certaines réalités soient mises à jour, développées ou non. Je suis anarchiste et monarchiste en même temps. C'est-à-dire le maximum d'hétérogénéité à la base et le maximum de coupole harmonieuse et parfaite vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel. Mon génie à moi est de plus en plus près de ceux des anges.